Ceci est une prise d'otage. Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, je vous assure que tout ira bien. Sinon... Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. Si vous êtes un adepte des séries, vous n'avez probablement pas pu échapper au phénomène de la Casa de Papel, diffusée sur Netflix depuis 2017. La série s'est très vite imposée comme l'un des plus gros succès de la plateforme, devenant ainsi la série non anglophone la plus visionnée dans le monde. Mais connaissez-vous vraiment les origines de la série ? Savez-vous comment elle est devenue aussi populaire alors que rien ne la prédestinait à un tel succès ? Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, la Casa de Papel n'est pas un programme original Netflix à la base. En effet, la série créée par Alex Pina était destinée à la chaîne espagnole Antena 3. Si le premier épisode remporte un succès relatif avec 4,5 millions de téléspectateurs, les audiences s'effritent lentement jusqu'à être divisées par deux. Fin 2017, suite à cet échec, tous les acteurs et les membres de l'équipe s'apprêtent à quitter le navire, prêts à embarquer pour d'autres aventures, certains que la série va s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur Netflix qui débarque à ce moment-là. En 2013, Netflix lance sa première production originale, House of Cards. En 2014, forte de son succès, la plateforme commence à s'étendre au monde entier avec une présence dans une quarantaine de pays. Afin de satisfaire tous ses abonnés, la plateforme est à la recherche de contenu audiovisuel afin d'étoffer son catalogue international. C'est ainsi que fin 2017, Netflix acquiert les droits des 2 premières saisons de la Casa de Papel, déjà diffusées en Espagne, et les intègre à son catalogue sans faire aucune publicité autour du lancement de cette nouvelle série. Pour pouvoir proposer la Casa de Papel à son catalogue, Netflix doit remonter les épisodes afin de correspondre aux standards internationaux. Alors que la série était composée initialement de 15 épisodes de 70 minutes environ, elle se retrouve découpée en 22 épisodes de 45 minutes environ pour aboutir à la même durée totale. Que ce soit les créateurs ou les acteurs, avec l'arrivée de la série sur Netflix, personne ne s'attendait à rien. Pour eux, la série était terminée. Et puis, tout d'un coup, la popularité de la série s'envole. Les acteurs gagnent chaque jour des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, venus du monde entier, et comprennent alors qu'il se passe quelque chose. On parle de la série de partout, dans le monde entier. Et ce succès est presque entièrement dû au public et au bouche à oreille, car, je vous le rappelle, Netflix n'a fait aucune communication autour de l'arrivée de la série sur la plateforme. Suite à ce succès inattendu, voire inespéré, Netflix flaire la bonne affaire et demande aux créateurs d'en faire une suite. Mais les créateurs ont mis 2 mois avant de donner leur réponse à la plateforme. En effet, ils voulaient être sûrs d'avoir la bonne idée afin de proposer de nouvelles saisons. Ils voulaient être certains de ne pas juste profiter du succès de la série en faisant la suite de trop. Alors que les 2 premières saisons de la Casa de Papel avaient été tournées en 4 mois uniquement en Espagne, à Madrid et dans sa banlieue pour des raisons budgétaires, le tournage des saisons suivantes va prendre une toute autre envergure. Et les membres de la série ne s'y attendaient vraiment pas. Le budget ayant été démultiplié, le tournage de la série se délocalise dans d'autres pays comme l'Italie, le Panama ou bien encore la Thaïlande pour plus de réalisme. Sauf que le succès de la série étant devenu international à cause de Netflix, l'équipe de la série va se retrouver confrontée à de véritables problèmes. Dès le premier jour du tournage de la saison 3 en Italie, l'équipe de tournage se retrouve encerclée par des badauds ayant reconnu les 2 acteurs présents, Alvaro Morte et Pedro Alonso. La célébrité de ceux-ci ayant largement dépassé les frontières espagnoles, cela va leur causer de réels problèmes pour les tournages en extérieur. À vouloir voir grand et avec un budget plus que confortable, l'équipe s'est aussi confrontée à des problèmes de riches, comme lors de cette séquence de la saison 4 où les billets pleuvent sur Madrid et que la météo a rendu le tournage de cette scène cruciale pour l'intrigue très compliquée. Idem pour les séquences dans le coffre-fort immergé où dans un premier temps les lingots flottaient dans l'eau puis se déformaient sous la pression de l'eau, obligeant l'équipe des effets spéciaux à les retoucher numériquement pour qu'ils apparaissent intacts à l'écran. Mais alors, comment expliquer le succès de la série ? La Casa de Papel est remplie de symboles et de références populaires qui permettent à tout un chacun de s'y identifier facilement.
Son iconographie est forte, que ce soit son hymne, la reprise de Bella Ciao, son emblème, le masque de Dali, ou bien sa couleur, le rouge. En effet, chacun de ces 3 symboles a une signification forte. Bella Ciao est un hymne fédérateur mais était avant tout le chant des résistants italiens contre le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un symbole de résistance à l'image de la série où les personnages luttent contre le système. Le masque à l'effigie de Salvador Dali, un peintre espagnol anticonformiste, représente là aussi la lutte contre le pouvoir. Enfin, le rouge c'est la couleur de la passion mais aussi de la nervosité qui représente ainsi la tension qui s'instaure à l'écran durant la série. Ces symboles existaient déjà avant la série, mais la série les a décuplés. Aujourd'hui, dans le monde entier, des millions de personnes s'y identifient et les reprennent à leur tour pour diverses causes, avec toujours la lutte contre le système en filigrane. Les personnages sont également partie prenante du succès de la série. En effet, La Casa de Papel est une série chorale. Elle met en scène de nombreux personnages, tous très différents, permettant ainsi à un maximum de spectateurs de s'identifier à eux et donc de s'impliquer dans la série. De par leur histoire, leur passé, certains sont touchants, comme Nairobi, d'autres sont détestables, comme Arturito, d'autres sont attachants, Tokyo pour ne pas la citer, mais au final, chacun, à sa manière, peut nous toucher différemment. Même Berlin, qui pourtant au départ était représenté comme un psychopathe misogyne et narcissique, et qui a même d'ailleurs failli ne jamais exister tant les créateurs craignaient qu'il soit mal perçu, est devenu l'un des personnages préférés des spectateurs car il est entouré de mystères et représente en quelque sorte un miroir de la société. Tous les sentiments étant décuplés par l'enfermement durant le braquage, au fil des épisodes, les spectateurs ont ainsi l'impression de connaître les personnages qui évoluent devant eux comme s'ils faisaient partie de leur vie. Ce sentiment est quelque chose qui peut caractériser bon nombre de séries mais qui fonctionne particulièrement bien avec La Casa de Papel. Le troisième ingrédient qui contribue fortement à la réussite de la série est sans aucun doute son réalisme. Malgré les nombreuses critiques envers La Casa de Papel concernant des invraisemblances, la série a été fortement documentée, notamment en ce qui concerne la procédure de fabrication des billets lors des 2 premières saisons ou la manière de faire fondre de l'or dans les saisons suivantes. Enfin, le quatrième et dernier ingrédient qui participe au succès de la série est sans aucun doute son savant mélange entre série d'action et scènes plus intimistes. En effet, si La Casa de Papel se dévoile comme une série d'action efficace qui ne laisse aucun répit à ses spectateurs, elle ne sacrifie pas pour autant le reste, comme les histoires d'amour, d'amitié, les engueulades et les réconciliations. Tout y est présent, mais décuplé en raison de l'enfermement dû à la prise d'otage. On arrive au terme de cette vidéo qui, je l'espère sincèrement, vous aura plu. Avant de vous quitter, je vous rappelle que la première partie de la saison 5 est disponible sur Netflix depuis vendredi matin, même si je pense que la plupart d'entre vous auront déjà vu les 5 épisodes quand ils regarderont cette vidéo. Pour la dernière partie, il faudra patienter jusqu'au 3 décembre. Au passage, merci Netflix pour ce cadeau d'anniversaire. Et vous, êtes-vous accro à La Casa de Papel ? Comprenez-vous son succès fulgurant ou bien vous faites partie des personnes qui pensent que la série est surcotée ? Dites-le moi dans les commentaires, je lis et réponds à tous vos messages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.